Bienvenue au monde de la course, les nouvelles du monde de la course, cette fois-ci de nouveau avec mon compagnon Nathanaël Beaulieu, qui a été sélectionné par un processus très rigoureux. Tous les candidats devaient être souvent présents et il est mon coloc, donc ça tombait super bien. Ça répondait bien aux attentes. Ben oui, c'est ça, il était exactement, il avait tous les critères, il répondait à tous les critères de sélection, dont d'être mon coloc. Il est lui aussi un coureur en plus, donc ça c'est comme un bonus. C'est comme dans les job postings, quand tu dis être bilingue, un atout, ben là lui, ben, il est coureur. Un atout. Exactement, tout un atout. Coureur pour McGill, comme ceux qui ont déjà écouté les podcasts savent. Demain, tu t'en vas compétitionner sur les plaines d'Abraham, c'est bien cela? Oui, effectivement, on a les championnats provinciaux de cross-country universitaire, donc on va faire un 10 km sur les plaines d'Abraham, un circuit de 5 fois une boucle de 2 km. On nous a informé aussi que dès le début de la course, ça va se rétrécir assez rapidement. Donc il faut essayer de commencer un bon rythme. Le premier 200 mètres, essayer d'avoir un bon sprint pour ensuite pouvoir être bien positionné. Puis pas être pris dans une congestion un peu de coureurs, Oui. dans les chemins qui sont plus étroits. Ah oui, je m'en souviens bien. Si c'est comme c'était dans le passé, ça commence en plus avec une bonne descente, le parcours des plaines d'Abraham. Donc ça va vite, ça va vite. Puis après ça, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, après, il y a un tournant. Puis à un moment donné, tu te retrouves, c'est ça, comme dans une espèce de boisé qu'il n'y en a pas tant de large. Fait que c'est un peu pénible dépasser dans ce coin-là. Souvent, tu risques d'être coincé en moton. Donc, les fans du monde de la course, vous aurez l'information à temps si vous écoutez tout de suite ou pendant la ride de bus pour se rendre à Québec. Et sinon, si vous n'êtes pas des fans, ben, vous ne saurez pas cette insider information de ne pas partir trop lentement dans cette course. C'est sûr, faut pas. C'est toujours dur. On dirait que toutes les courses de cross-country, il faut toujours partir à full pin, puis là, après ça, t'as les jambes lourdes. Et après ça, faut juste reprendre un rythme qui est ton rythme de course là, pour pouvoir survivre durant la course. Là. Souvent le monde, souvent tu faut pars. Que tu penses à faire ça ensuite. Là. C'est ça, souvent le monde part, puis tu gardes le même rythme, puis là, il garde trop longtemps, puis là, après ça, il explose complètement. Ah oui, c'est le danger. C'est ça. Puis c'est une ligne très fine, parce qu'en même temps, si tu pars trop lentement, tu restes coincé en arrière. Mais il y avait un coureur qui était vraiment bon là-dedans, c'était Yves Sikubabo. Maintenant, il a fini sa carrière universitaire. Mais il était reconnu toutes les courses, c'est comme ça qu'il faisait. Il partait toujours, tu sais, vraiment pas en avant. Il partait comme un, tu sais, il y a middle pack, peut-être un quart en arrière du pack. Là. Il n'est pas complètement à moitié, peut-être, mais je dirais, tu sais, il était vraiment pas en avant pantoute. Puis il remontait, puis il remontait, puis il remontait, puis ça marchait bien pour lui. Il a gagné la première place, je sais pas si c'était une ou deux fois, mais il l'avait gagné lorsqu'il était avec Laval. Ouais, donc lui il avait vraiment maîtrisé ce style de course, mais c'est pas tout le monde qui maîtrise ce style-là. Puis souvent c'est plus le contraire qu'on voit, de vraiment partir bien pour assurer une bonne position. Donc ben vous verrez comme vous voudrez faire, mais on vous a dit nos conseils. Ben t'as partagé les conseils à l'ennemi peut-être, qui sait. Mais c'est une gaffe, c'est fini. On peut plus rien faire, même si je pourrais ne pas publier ça, ben je vais le publier quand même, donc too bad. Je vais pas te menacer. Ouais, avec ton couteau au bas de pin. Bref, alors on va maintenant passer à des choses un peu plus pertinentes. On a tout d'abord une première nouvelle du monde de la course. J'avais déjà mentionné qu'il y avait Trevor Hoffbauer qui était vraiment un underdog, qu'on voyait pas gagner. Il était classé 7 ou 8e. Il n'avait même pas été aux conférences de presse parce qu'il ne considérait pas comme assez bon. Même s'il a remporté il y a 2 ans le marathon de Toronto. Il a remporté le marathon et sans montre. Et ça amène un peu un débat. Est-ce qu'on devrait courir avec une montre? Lui, tout d'abord, si on lit un peu juste l'histoire, il indique qu'il s'entraînait avec Eric Gillis avant, qui est lui aussi un Olympien au marathon. Eric, il s'entraînait pas de montre. Fait que là, Trevor, il s'entraîne avec lui. Puis là, il fait tu t'entraînes pas de montre? Fait que là, il s'est dit je vais enlever la mienne aussi, ou je vais arrêter de regarder la pace, du moins. C'est ça, maintenant, depuis qu'il a quitté Dave Scott Thomas, depuis qu'il a arrêté de s'entraîner à Guelph, encore une fois, il avait recommencé d'utiliser la pace, mais après ça,
il aimait pas ça, ça jouait dans son mental, puis il a juste arrêté. Puis on le voyait à Toronto, pas de montre, zéro montre. T'sais, ça, c'est quand même extrême. Ça, souvent, tu aimes ça, quand même avoir une petite idée, surtout au marathon. Mais tout d'abord, j'aimerais un peu avoir tes impressions là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu en penses de courir sans montre? Toi, est-ce que tu cours avec une montre? En fait, présentement, je cours avec une montre, mais quand j'ai débuté la course, je courais sans montre là, pendant les premières années. Puis au début que je commençais à courir, c'était pas quelque chose qui me dérangeait. Là. J'y allais plus aux sensations, la force que je mettais de l'effort ressenti. Mais par la suite, j'ai comme vu que j'ai décidé en fait de me procurer une montre, que j'appréciais comme d'avoir certaines informations sur à quel point j'étais rendu dans ma course. J'ai fait en fait des marathons, donc à un certain moment dans la course, surtout en trail, tu veux avoir une petite idée à combien de kilomètres t'es rendu, quelle durée. Donc la montre, c'est ça, ça permet d'avoir un certain point de repère dans la course que tu fais. C'est pas que tu vas aller regarder la montre à tout moment, c'est juste à certains moments précis durant la course où tu as juste un petit questionnement, ça peut être pratique. Mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent courir sans montre. Là, j'ai un ami il fait toujours. Il court ses entraînements avec une montre, mais durant les courses, il court sans montre. Puis pour lui, ça a toujours bien fonctionné aussi. Ouais. Mais je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Là. Ouais, avant je portais pas, j'avais pas trop porté attention, mais j'ai l'impression que le move de la montre, c'est surtout quand tu vas vers les distances plus élevées, comme marathon ou ultra, là t'en as comme besoin, parce que tu as besoin de savoir vraiment t'es rendu où, puis à ce niveau-là, même si t'es un petit peu off-pace, oui, ça va changer de quoi, mais en même temps, tu sais, c'est pas une affaire de, t'es pas à la seconde près quand tu fais des ultras, on s'entend. Ouais, c'est ça. Mais il y a vraiment un peu deux écoles de pensée. Vraiment, moi, je te dirais, il y a une époque que je courais pas de montre aussi, que j'allais vraiment purement à l'effort. Parce que je me disais, à quoi ça sert d'avoir une montre? Faut juste que je donne tout ce que j'ai. Tu sais, c'est tout. Il faut juste pousser. Mais faut pas donner tout ce que tu as aussi, juste au début de la course. Faut donner tout ce qu'on a dans l'entité de la course. Ben, c'est ça, un peu. Puis vraiment, là, je me suis procuré. Mais avant, j'avais juste une montre timer, pas de GPS, rien. Puis j'étais bien correct avec ça. Moi, mes entraînements, c'était au temps et non à distance. Donc, ça marchait. Je savais pas trop mes paces, mais je savais à peu près. Puis au feel, c'est quand même une bonne chose. J'ai l'impression de développer un peu, d'être capable de savoir au feel, ok, là, en ce moment, je vais à telle vitesse. Tu sais, de pas avoir 100% besoin de ta montre pour ça. Puis c'est quelque chose qui se développe, j'ai l'impression. Comme quand tu commences, c'est sûr, t'es perdu, t'as aucune idée c'est quoi. Puis c'est pour ça que certains recommandent quand tu commences de te procurer une montre pour te situer un peu, une montre GPS. Mais c'est ça, là je maîtrisais, j'avais l'impression que je maîtrisais quand même assez bien. J'étais capable vraiment de dire que quand je vais à cet effort-là, je vais à cette vitesse-là. Mais c'est vraiment quand je me suis mis à l'entraînement de marathon que tu fais des longs entraînements, des affaires de répétition de 2 fois 40 minutes. C'est ça. Puis avec du marathon pace plus 30, que tu fais ton marathon pace, mais 30 secondes du kilo plus lent, que là, ça devient vraiment dur à gager exactement c'est quoi. Fait que c'est à ce moment-là vraiment que je me suis procuré ma montre, parce que je me dis, ben là, de 1, ça va être pénible à faire cet entraînement tout seul. Au moins, si je peux savoir ma pace, ça va au moins me donner comme un partner, plus comme un fantôme à combattre, là, la pace. Fait que c'est là vraiment que je me la suis procuré. Puis là, depuis ce temps-là, là, je cours toujours avec ma montre, toutes les montres, toutes les courses, je l'ai. Puis j'aime ça mettre ça sur Strava, puis là, du monde commande, good job, tu reçois des kudos, puis tout ça, puis tu peux checker les autres, voir, ils ont fait ça. Puis surtout quand regarder une course par la suite. Oui, c'est ça. De réévaluer les performances que tu as fait, à quel endroit de la course finalement tu aurais dû pousser plus. Puis aussi d'avoir une montre, ça te permet si tu bases une stratégie avant la course, pendant la course, tu peux regarder si tu as réussi à atteindre des objectifs à moitié de la course, mettons comme après 5 km, si tu es encore en train de suivre tes objectifs ou si peut-être faudrait que tu les réajustes par rapport à ta forme cette journée-là. Ouais. Donc ça te permet de
de mieux adapter ta stratégie durant la course. C'est ça. Mais je te dirais, moi, surtout pour un 5 ou un 10 kilos, vraiment, la montre, comme je vais regarder un petit peu, mais c'est plus pour après que je regarde pour le fun, puis pour tout le monde qui a envie de regarder ça sur Strava, de voir qu'il y a à telle vitesse. Mais personnellement, je vais vraiment beaucoup y aller au fil. Puis je pense que les études montrent ça quand même, que c'est vraiment important de développer un bon sentiment du fil, puis que c'est l'instrument le plus précis pour te gager quand tu cours la majorité du temps. D'aller vraiment au feel versus d'aller au heart rate, la fréquence cardiaque. Les études montrent que tu vas être meilleur pour te gager, savoir exactement à quelle vitesse tu devrais aller pour courir une course optimale, pour garder un effort constant, en ayant à l'effort versus en ayant avec la fréquence cardiaque. Si tu vas avec la fréquence cardiaque, ça peut aider, mais c'est moins précis que quelque chose qu'on dit qui est très subjectif, qui est la perception de l'effort. Mais vraiment, notre perception de l'effort, ça reflète tous les facteurs qui sont en jeu en ce moment, la chaleur, le vent, la journée, comment tu te sens. Donc moi je suis quand même très pro vraiment de développer ton feeling, c'est ça. Développer l'effort. Ça, la course. Mais c'est sûr que dans un marathon, c'est traître. Un marathon, tu peux te sentir bien. Ça m'est arrivé, ça qui m'est arrivé à Rotterdam, je me sens bien, je pars, puis tu te sens bien, puis à 25 kilos, tu casses complètement. Parce que tu te dis, je me sens bien, je vais aller un petit peu plus vite, là t'atteins tes temps, t'es comme, ouais, je vais faire un gros record, puis finalement tu fais l'avoir, parce que le marathon, c'est ça, c'est plus tant cardiaque, c'est plus dans les jambes, je trouve. C'est ça, il y a un mur des fois qui c'est possible qu'il arrive. C'est ça, puis ça, t'as besoin vraiment d'écouter plus que juste je me sens bien à ce moment. Il faut vraiment que tu te limites dans ta pace. Du moins quand tu fais ça à un niveau assez élite. Puis j'ai l'impression à tous les niveaux aussi, à un certain degré, il faut que tu fasses attention. Ouais, si tu veux aller chercher certaines performances. Oui, c'est ça. Si tu veux vraiment atteindre ton temps puis pas complètement casser. Donc, pour mon marathon, moi, je me fiais beaucoup à ma montre à Toronto. Et même que je voulais faire attention quand même. On sait jamais, il peut y avoir une petite erreur sur la montre. Mais au demi-marathon, ou quand j'étais rendu au matelas du demi-marathon, j'ai regardé, puis j'avais 21.1 sur ma montre. Donc j'étais comme, bon, c'est parfait, ma montre est parfaitement précise, tout ça. Puis finalement, au final, c'est vraiment dans la deuxième partie que la montre était vraiment imprécise. Puis dans le fond, j'ai eu une discussion avec ça, j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook, j'ai en fait plusieurs personnes qui m'ont jasé de leurs expériences d'histoire de marathon, parce qu'ils ont écouté le podcast puis ils disaient moi aussi ça m'est arrivé je fais mon marathon puis la montre GPS est complètement off. Puis une chose qui est ressortie, c'est la présence de building ou d'arbres. L'arbre, ça on est plus habitué à ça, mais aussi des gros gratte-ciels. Ça interfère complètement. Puis ça, je m'y attendais pas. Moi, je pensais peut-être quand on passait en dessous des ponts ou en dessous de l'autoroute, moi, je me disais c'est là que ça va bloquer. C'est pas ça, c'est juste les gros buildings qui vont comme couper le signal. Puis c'est ça qui a fait que dans ma deuxième moitié, là, j'ai eu comme 500 mètres de plus qui s'est rajouté, ce qui est aberrant, mais j'ai vu ça sur d'autres Strava aussi. Puis au début, j'étais comme, mais ils ont fuck up leur parcours, là, mais au final, non, c'est le marathon de Toronto. Le marathon de Toronto ne messe pas. Celui de Waterfront, en tout cas, ils sont trop gros puis trop bien faits pour mess up le parcours. Avec la fausse, c'était les buildings finalement. C'est ça, c'était le building qui faussait le GPS. Donc là, c'est ça, les personnes avec qui je jasais, ils me disaient, moi, je fais juste, je fais mes laps à chaque fois que je passe une pancarte d'1 kilo, je fais mes laps moi-même. Puis là, fait que là, comme ça, je vois, je suis à 1 kilo, puis c'est ça mon split. Mais moi, ça m'énerve un peu de faire ça, comme, tu sais, de toujours cliquer à chaque kilo. Ouais, moi, ça me rappelle, en fait, la première fois que j'ai utilisé ma montre, c'était dans un marathon de trail, là. Puis je venais juste de l'acheter, c'est une montre usagée. Puis la personne qui avait la montre précédemment avait comme installé à chaque 1 km, il y avait une sonorité sur la montre. Je sais pas comment avoir à chaque kilomètre pendant
Et 42, c'est ça, c'est peut-être 43 ou 44 il y avait un km. autolap au kilomètre. Ouais, c'est ça. Puis ça sonnait à chaque fois. Ouais. Je trouvais ça dérangeant un petit peu de me le faire rappeler à chaque kilomètre. C'est ça, moi. 45, 43, 42 fois. C'est ça, je trouve ça dérangeant. Mais c'est ça c'est comme le autolap avec le GPS, dans le fond. Ouais. Mais cette personne disait, ben moi je oui, pense le pas autolap manuel. Là. C'est ça, il y a autolap manuel que là tu cliques toi-même à chaque lap. Mais c'est ça, moi je trouve que c'est quand même c'est gossant de le faire à chaque fois, de cliquer c'est comme tu changes un peu ta stride, de faire ça 42 fois. Moi personnellement, c'est pas trop alléchant. Puis la personne elle me disait aussi que au final ça lui donnait plein de splits weird, qu'elle disait que ok, au 1 kg ça disait comme 900 mètres, l'autre ça disait 1,1 kg. Fait que comme son GPS était complètement off, mais que là c'était gossant parce que là ça joue dans ton mental. Donc est-ce que la meilleure solution c'est juste de simplement courir pas de montre? Ben certains vont probablement dire ça. Mais moi je dirais quand même pour un marathon, je préfère quand même garder ma montre, même si mon GPS est imprécis. Juste d'avoir une idée très rough, juste d'avoir le temps à la base, d'avoir ton temps, puis là tu peux regarder. À chaque. Rendu. Quand tu vois la borne de demi-marathon, je suis rendu au demi-marathon. Mais c'est sûr que tu peux pas truster toutes les courses en même temps. Il y a certaines courses que là je trusterais plus mon GPS, même si je sais qu'il va avoir un certain degré d'imprécision. Parce que ça dépend toujours de l'organisation. Comme on a fait un podcast là-dessus, tu peux avoir des organisations qui vont mettre le budget pour vraiment avoir un parcours bien mesuré avec des bornes qui sont exactement là où est-ce qu'elles devraient être. Puis tu vas avoir d'autres organisations qui vont les faire à peu près, qui vont rouler en short, ok, je viens de faire à peu près 1 kg sur mon ado, clac, drop ça, ça varie d'une à l'autre. Fait que moi, la majorité du temps, je vais quand même, si je fais un demi ou un full, je vais quand même me fier à ma montre. Mais dans le futur, si je suis pour faire une course en ville avec des gratte-ciels comme ça, c'est sûr que je vais pas faire la même erreur 2 fois, de me fier, de faire confiance à ma montre puis de me dire ok, avec 1 seconde par kilo de marge de manœuvre, je suis correct. Parce que dans ce cas-ci, j'étais pas correct. J'avais une seconde de 3 en fait par kilo. Mais je poussais au max anyway, donc j'ai pas trop de... Je pense pas que j'aurais pu l'avoir même si ma montre était précise parce que j'étais dans un autre monde quand j'étais en train de pousser à ce moment-là. C'était juste tellement pénible. Mais définitivement, je pense que faudrait que j'ai un meilleur plan la prochaine fois de savoir à chaque kilomètre, de savoir, ok, mettons à tous les 5 kilos, je devrais être où, tu sais. D'avoir mes paces décrites. Puis ben ça, pour faire un petit lien, j'ai quelqu'un une des personnes qui m'a contacté qui m'a dit il y a un site web qu'il a créé, Paceband, donc je vais montrer ça pour ceux qui écoutent sur YouTube. Mais lui il fait pas d'argent avec ça, il dit il est à perte parce que il faut payer pour ses serveurs tout ça. Il prend les dons, c'est Simon Tourville. Bref, si jamais vous voulez aller regarder ça, dans le fond vous pouvez entrer toutes vos données, puis là vous pouvez imprimer vous-même à la maison un truc qui dit exactement quel devrait être à quel point tu devrais être quel temps tu devrais être rendu si tu vises de faire tel temps au marathon. Puis là, de même, tu peux te faire identifier aux bornes qui, dans une course qui est bien faite, devrait être vraiment précise. Si jamais vous voulez essayer ça, essayez-le. Je vais peut-être l'essayer à ma prochaine course. Encore à voir, là, je veux pas trop y penser au prochain marathon. Là, en ce moment, je suis encore en... Pas une petite pause. Je suis encore en convalescence. Ouais, c'est ça, des post-PTSD, mais pas pour dire que les vétérans... Pas pour mettre ça en... comme si c'était trivial, là, mais c'est juste une petite blague. Mais bref, en post-stress, post-marathon. J'y pense pas trop pour l'instant, mais si jamais ça vous tente, essayez ça, puis faites-lui un petit don, parce que je suppose qu'il fait à peu près autant d'argent que moi, c'est-à-dire pas. Mais peut-être qu'il en fait une coupe, parce qu'il y a quand même là d'avoir beaucoup de monde qui utilise ça. Maintenant, ça nous amène à une autre nouvelle qui a vraiment fait rage sur les réseaux sociaux. Dans le fond, ça c'est drôle cette affaire-là parce que j'ai été mis au courant un peu avant. J'avais mon coloc quand j'étais à l'hôtel de Toronto qui m'a raconté ça. Il disait sur les forums de Tracky, un endroit
un endroit très sombre de l'Internet. Le monde commençait à parler de ça. Il y avait David Freak qui avait été accosté par des agents d'antidopage et qui l'a testé positif. Donc, à ce moment-là, on ne savait pas exactement c'était quoi. J'étais allé voir sur les forums de Tracky et t'avais beaucoup de monde qui disait EPO, donc la fameuse drogue des cyclistes et des coureurs qui stimule la production de globules rouges. On avait parlé un peu dans l'épisode sur le dopage. À ce moment-là, on ne savait pas encore c'était quoi et David Freak disait qu'il avait pris des décongestants nasaux oraux et que c'était à cause de ça et qu'il acceptait la sentence mais que c'était tout. Évidemment, j'étais un peu sceptique parce que d'habitude tu vas pas faire 4 ans qui est je pense la peine maximale pour une première offense pour des décongestants nasaux. Mais je voulais attendre de voir qu'est-ce qui allait se passer avant de sauter à des conclusions. Ben finalement, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il a essayé cette excuse-là, parce qu'il devait savoir qu'à un moment donné la réalité allait sortir. Peut-être qu'il se disait qu'il y aurait juste un article puis il espérait que ça serait probablement qu'il s'est essayé de s'en sortir comme ça. Mais... C'est ça, de pas trop avoir de mauvaise presse. Mais finalement, il s'avérait que les Tracky, des petits personnes anonymes qui disaient des posts avaient raison que c'était bel et bien de l'EPO. Et ça, de l'EPO, normalement, t'as pas ça dans ton sang pour prendre des décongestants, pour avoir pris des décongestants nasaux. C'est pas mal si t'as ça. Bonne chance pour t'expliquer. Puis il n'y a probablement pas d'autre raison que d'avoir consommé ça par pleine conscience. Et donc, là, ça fait rage parce que dans le fond, ce gars-là, c'est ce qu'on appelle un sub-élite. Donc, c'est un peu comme moi que tu peux avoir des entrées gratuites à des courses. Tu es quand même très grand sur le niveau provincial. Tu remportes quelques courses. Tu peux être assez rapide. Mais il est même pas prêt de vivre de ça. Il est capable de gagner des courses pour faire du prize money. Mais pour vous donner une idée, je pense que son marathon était autour de 2h30. Donc c'est très fort comparé à la majorité de la population. Mais c'est pas élite. Tu vas pas faire de sponsorship qui va te payer de l'argent, à moins d'être très très bon, peut-être, qui sait. Lui était avec Brooks. On sait pas c'était quoi exactement les termes de son contrat, mais c'était probablement juste des souliers gratuits comme moi j'ai. Mais c'est ça, le monde c'est un peu, ben là, qu'est-ce qui porte quelqu'un, c'est ça, qu'est-ce qui te pousse à te doper quand t'es pas à ce niveau-là encore. C'est ça, le monde de beaucoup de monde qui lance des roches un peu, qui disent, tu sais, je comprendrais si quelqu'un se dopait parce qu'il fait ça pour gagner sa vie. Tu sais, il veut être dans les tops, puis il va aux Olympiques, tout ça, mais là, quand t'es à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle un peu le age group doping, tu sais, un phénomène, vu qu'il y avait plusieurs triathlètes de age groupers qui essaient juste de gagner leur catégorie d'âge, mais qui sont pas nécessairement élites non plus, qui s'étaient fait prendre pour être dopés. Mais c'est ça, les gens sont pas contents, évidemment. On n'est jamais content de voir d'attraper un dopeur. Non, dans le fond, comment est-ce qu'il s'est fait attraper? Beaucoup de monde disent mais comment ça se fait que ce gars-là s'est fait attraper si il avait gagné le marathon Good Life de Toronto, qui n'est pas confondre avec le Toronto, le Waterfront. Qui sont deux courses différentes. Le Good Life, c'est vraiment le calibre beaucoup moins élevé, donc tu peux gagner ça sans être un Kenyan ou un des top canadiens. Mais c'est ça, comment est-ce qu'il s'est fait prendre? Apparemment, de ce que j'ai compris de plusieurs sources, c'est que il était dans les élites à une course à Ottawa, peut-être le demi ou le full marathon. Puis finalement, il a drop out de la course.
Mais comme il était dans les élites, il avait été choisi d'avance pour se faire tester. Et donc, même si le drop-out de la course, il s'est fait tester et c'est là qu'il se serait fait prendre. Donc, tu as plusieurs personnes qui disent, ben là, pourquoi est-ce qu'on teste ces personnes-là? C'est pas important, on devrait mettre de l'argent ailleurs, soit dans la prévention ou soit juste pour le niveau plus élite. J'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation en général? Tout d'abord, pour avoir différents avis. Ben moi, je pense que, premièrement, ça, c'est un exemple qui montre que. Je pense que c'est un exemple qui est plus rare là, que la consommation EPO. De EPO pour des personnes qui sont pas d'élite. Mais là, on voit qu'il y a un exemple que ça peut se produire encore une fois. Puis dans les deux cas, c'est une attaque envers l'éthique du sport de la course. Donc les deux cas sont condamnables. Puis je pense que les deux doivent être sujets à être testés. Juste dans l'idée que chaque coureur sache qu'il y a une possibilité qu'il soit testé, peu importe qu'ils sont présentement dans le niveau élite ou dans le futur. Donc je pense c'est pas d'avoir comme un stress constant, mais c'est plus de savoir. De toute manière, il n'y a pas lieu d'avoir un stress. Exactement. Si tu respectes l'éthique du sport et tu ne dopes pas. Donc je pense que c'est important que tout le monde soit au courant de ça. C'est pour ça que quand tu joins une équipe universitaire ou sur peut-être aussi des clubs civils, je sais pas exactement. Au collégial mais aussi, au cégep. Au collégial aussi, fais une au cégep, formation en ligne. Par rapport au dopage. Puis, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand tu as autant d'engagement dans le monde de la course par rapport aux coureurs qui se présentent à une course, qui ont dû passer beaucoup de temps, puis d'efforts et d'énergie à aller à cette course-là pour avoir un bon résultat, puis pour bien se positionner dans la course. Je pense que c'est vraiment important que tout le monde ait les mêmes chances dans le sens de leur propre effort à eux, qui est pas relié à des substances autres, là, pour que l'éthique du sport reste là. Ben oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que selon moi, il faut toujours continuer à tester à tout. C'est ça. À tout niveau. C'est sûr, à tout niveau, à un moment donné, on n'a pas $1 million à oui, non, c'est certain. Mais tu devrais quand même tu devrais être gardé sur tes orteils. Je pense que c'est tout à fait pertinent de tester des personnes de ce niveau aussi pour justement les attraper parce que tout le monde devrait avoir une certaine confiance que leurs compétiteurs n'ont pas un avantage injuste envers eux. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes cyniques qui vont dire ben c'est sûr que non, tout le monde est dopé ou quoi. De ce que je comprends, au Québec, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui se dopent, du moins dans le milieu de la course. Mais je pense parce que c'est aussi l'éducation qu'on a au Québec par rapport à ça qui permet de réduire. Ben on a une assez bonne éducation au Québec. Puis je peux pas savoir, c'est sûr que la personne ne va pas le dire ouvertement, mais souvent, comme on a vu dans le cas du Nike Oregon Project, tout finit par sortir. Un moment donné, si quelqu'un fait de quoi, ça finit par se savoir, puis finit par avoir des rumeurs. Puis j'ai jamais entendu de rumeurs telles au Québec. Donc, je pense pas que c'est vraiment tout le monde est dopé. Au niveau international, je peux pas dire, mais je pense pas non plus au niveau international que Kipchoge puis ci puis ça sont dopés. C'est sûr qu'il y en a beaucoup. On regarde là, ce qui est sorti avec le Nike Oregon Project. Galen Rupp, j'ai aucun espoir que ce gars-là est clean. Puis c'est triste parce que ce gars-là, il fait d'un des millions. Puis de deux, il est un peu l'image, le modèle de ben des jeunes coureurs américains. Mais ce gars-là, avec tout ce qu'on a vu, les affaires de il avait reçu de la testostérone. Oh non, on l'avait mal écrit. En fait, c'était une crème de testonoïde ou je sais pas trop quoi. Là, que, ça s'en vient à être discutable un peu. Que c'est complètement ça vient à être discutable, n'importe quoi. Puis que tu regardes le pourcentage de leurs athlètes qui ont besoin qui ont des exemptions thérapeutiques pour la glande de la thyroïde. Regarde,
Ça, c'est sûr qu'il y en a plein qui sont dopés, mais j'ai quand même un espoir un peu naïf que, en général, au niveau international, c'est quand même plus clean qu'on a l'impression, du moins en course. Je sais pas c'est quoi exactement pour le niveau, pour le vélo ou autre sport. Mais c'est sûr que quand on regarde des documentaires un peu, on commence à réaliser aussi à quel point c'est facile de se procurer de l'EPO. Il y a beaucoup de monde qui se disent comment il a fait pour se procurer ça. C'est genre, tu regardes les documentaires, ça a l'air tellement facile. Là, tu commandes en ligne, tu peux tout commander en ligne. C'est fou. Là, sur eBay, il y a plein d'affaires tu peux obtenir que ils vont passer ça. Mettons, tu te commandes. Je suis sûr qu'il y a des affaires que je me suis déjà commandé sur eBay que comme normalement j'aurais dû payer des frais de douane, je sais pas, des sels ou des affaires de même. Puis qu'ils te label ça comme un cadeau. Puis que finalement, tu payes pas de taxes dessus. Mais c'est un peu ça, les douanes. Puis tout, tu vas juste t'écrire. Je pense que dans le documentaire, il disait c'est ça, il labelait ça comme un case de cellulaire ou de quoi. Puis là, tu reçois ça, puis tu as pas ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est facile. Je suis sûr que c'est ultra facile. N'importe qui veut le faire peut probablement le faire. Oui, il y a vraiment quelqu'un qui a le désir de faire ça. Oh oui, mais c'est toujours une question de barrière. Tu sais, si tu dis ça va être compliqué, quelqu'un pourrait être comme juste sur le fence de si ça va être compliqué, je vais pas le faire, mais tu sais, si c'est pas trop difficile, je pourrais m'essayer. Mais j'ose espérer quand même que la majorité des gens ont quand même un certain niveau d'intégrité, puis ils réalisent comment je vais faire pour dormir la nuit si je sais que ces résultats-là que j'ai, je finis devant des personnes qui devraient probablement finir devant moi. Qui méritaient plus que moi. C'est ça. Donc de penser au long terme, oui, c'est le futur, tu vas avoir... à court terme, tu vas gagner des prix, le monde va t'applaudir, tout ça. Mais au long terme, tu sais, qu'est-ce que ça fait à ton mental? Mais ça mène justement au point de c'est pas nécessaire nécessairement de lapider David Free. Personnellement, je le connais pas. Je pense qu'il me suivait sur Instagram, quelque chose, une affaire de même, mais j'ai jamais parlé personnellement. Certaines personnes que je connais disaient qu'il était super sympa. Je pense qu'il y avait Phil Viau-Dupuis qui quand il avait réagi à une nouvelle, il disait j'en reviens pas, ce gars-là était super sympa. T'as d'autres mondes, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le détestait, en tout cas sur Tracky. Puis t'as d'autres mondes qui disaient je suis pas surpris, ce gars-là n'a pas d'intégrité. Personnellement, je n'ai pas d'opinion parce que je le connaissais pas. Mais c'est ça, de penser, je dis juste avant d'écrire des commentaires puis de dire espèce de tout croche, whatever. Oui, c'est pas correct ce qu'il a fait, c'est inexcusable. Mais je pense pas c'est nécessaire d'en rajouter parce que penser un peu, ce gars-là, s'il fait ça, s'il est rendu à se doper, puis que c'est pas pour être justement dans les tops, c'est juste pour un peu pour la gratification de j'ai gagné telle course, puis j'ai réussi, puis ça, puis qu'il est capable, il trouve que le gain d'avoir cette gratification-là vaut la peine, puis est meilleur que toutes les conséquences qui vont venir avec ça. Je pense pas que c'est qu'il trouve ça. D'après moi, c'est plus l'idée qu'il se convainc lui-même que ces gains-là vont être plus grands que les autres. C'est ça, mais plus que trouver. Quand pour toi, c'est rendu que ça, c'est plus important que ton intégrité, comme t'es pas à une bonne place psychologiquement. C'est pas... Il y a quelque chose... C'est pour ça que je dis, il essaie de se convaincre dans le sens qu'il est pas au courant qui se convainc de ça, mais je pense que comme intérieurement, c'est ça qui se produit. Mais c'est ça. Donc, que tu sais, ce gars-là, c'est ça, sûrement qu'il fait ça en partie, il faisait ça en grande partie, pas pour l'argent que tu gagnes, parce que honnêtement, tu sais, il fait peut-être, tu sais, au Good Life, il a peut-être fait 500 ou 1000$, tu sais, au plus gros 2000$, après ça, les petites courses qu'il gagne, il fait un 300 par-ci, mais tu sais, c'est pas une job là, s'il vivait juste de ça, il vivrait dans une roulotte ou quoi là, fait que c'est pas pour le cash. S'il faisait ça, c'était pour la gratification un peu qui vient avec. Fait que si t'es à ce point-là en besoin de ça, c'est quelque chose qui va pas, t'sais. Donc plutôt que juste de dire un commentaire qui m'énerve souvent, c'est le monde dit comme de toute façon il était de la merde là, ces temps c'était de la merde, tout ça.
Comme, je suis sûr que s'il n'était pas dopé, il serait quand même capable de faire des temps corrects, probablement un peu plus lents, mais des temps quand même meilleurs que le 99% de la population. Mais c'est ça, qu'est-ce que ça avance de dire de toute façon cette personne-là c'est une merde, tu sais, genre ses temps sont de la merde, blablabla, comme selon moi je vois pas rien. Ben, la question est pas reliée à ça. Ben c'est ça, mais tu sais t'as beaucoup de monde qui disent je comprends quelqu'un qui se dope qui est au top level, mais là lui en plus qui se dope c'est encore plus une merde, tu sais selon moi je vois pas le besoin de ça, tu sais je suis comme c'est inexcusable ce qu'il a fait. Ben, je pense que c'est comparable à tous les niveaux. C'est ça, c'est pas plus correct de le faire que tu sois à ce niveau-là ou que tu sois au top level. T'sais, je pourrais dire la seule exception à ça, c'est si tu regardes, mettons, l'athlète kenyan, qu'au Kenya, je sais pas exactement, mais j'ai l'impression que les tests off-season, c'est très très lousse. Il y a des documentaires là-dessus que au Canada, on est chanceux, on a de l'argent pour ça, pour tester, pour attraper les dopeurs, justement, comme lui. Au Kenya, il y a beaucoup de corruption. Il y avait une histoire qui était sortie, justement, je l'avais couvert plus tôt, que tu avais je pense que c'était le chef de l'équipe olympique du Kenya qui s'était fait prendre à donner les dates des tests à des faux athlètes britanniques qui voulaient s'essayer, qui étaient en fait des journalistes. Donc, tu sais, quand tu es dans un milieu là, comme ça, puis que toi, c'est pour te sortir de la pauvreté, tu sais, que sinon, tu n'as pas assez de bouffe pour manger, tout ça, à ce niveau-là, je dirais que oui, c'est pas correct, mais c'est plus excusable, si on veut, de se doper. Quand c'est ta seule chance de survie, mettons. Mais en dehors... Je vais pas dire c'est ça. Il peut y avoir des raisons par rapport à ça, mais ça change pas le fait que ça vient jouer dans l'intégrité du sport. Ça vient jouer dans l'intégrité du sport. C'est vrai qu'il peut y avoir des raisons, je dis pas le contraire. Mais je dirais que ça, c'est comme la raison excusable, je dirais. Comme le scénario réaliste qui a probablement plusieurs athlètes kenyans comme ça qui vivent. Puis que cela, je dirais que c'est plus excusable, si on veut. Ils devraient quand même se faire bannir, tout ça, parce qu'il faut montrer un exemple. Mais je dirais que eux, je dirais pas... Ils manquent d'intégrité, mettons. Ben, ils manquent d'intégrité, mais comme ça, c'est moins pire, si on veut. T'as l'air pas convaincu, mais... Ouais, je suis pas certain. Je pense que c'est dans les deux cas... Ouais. Moi, je te dirais, c'est très complexe. C'est vraiment une situation d'éthique assez complexe. Mais je dirais que si tu compares, mettons, à l'athlète américain qui a des sponsors puis tout, mais qui fait ça parce que il veut être le champion olympique, puis peut avoir encore plus d'argent, puis tout ça, plus de gloire. Là, vraiment, à ce niveau-là, je trouve que c'est pas correct. Puis c'est également pas correct quand tu vas avoir plus de gloire, même si t'es pas au niveau olympique, si t'es juste au niveau de je veux gagner ma course locale. Non, ça, je comprends mieux le raisonnement d'un des deux côtés. C'est juste par rapport à l'intégrité, dans les deux cas, c'est pas intègre, mais il faut dire, t'as des situations où est-ce que c'est plus correct d'être moins intègre, mettons. Quand t'es dans une situation de survie, je dirais l'intégrité c'est moins grave que si dans une situation de gloire. Non, je dis pas que mettons peut-être il va le percevoir comme moins grave parce qu'il y a certains éléments qui sont plus importants. C'est plus dans le sens que les gens doivent toujours voir c'est quoi qui est plus important dans leur vie. Mais mettons c'est ça, de la maison. Ouais, c'est sûr que pour quelqu'un la gloire peut être très important pour leur santé mentale ou quoi, mais à ce point-là c'est peut-être une santé mentale. Mais ok. Mais bref, ne nous attendons pas trop là-dessus, mais comme vous pouvez voir, c'est une situation assez complexe. Mais je suis de l'avis je pense que t'avais Mélanie Mirand qui avait commenté sur le post d'Éric Fournier, puis aussi Phil Dupuis qui disait, comme tu sais, juste lancez pas trop de roches parce que cette personne-là, elle n'a pas besoin d'en avoir plus. Elle va payer sa sentence avec sa suspension de 4 ans. C'est sûr que elle doit se faire ostraciser un peu partout. Puis c'est pas pour rien. C'est quand même très pas correct de faire ça. De toute manière, même quand la personne va essayer d'aller se trouver un emploi, d'avoir une entrevue avec une nouvelle entreprise ou une nouvelle compagnie, habituellement les gens ils vont aller voir dans
aller passer dans le passé de la personne sur Internet maintenant. Ouais. Puis de voir que c'est quelqu'un qui a pu faire ça, même peut-être que la personne va se dire, peut-être qu'il va faire des magouilles dans mon entreprise, je sais pas. Fait que c'est pas juste le 4 ans, mais il y a d'autres conséquences. C'est ça, il y a déjà plusieurs conséquences, des grosses conséquences sociales qui viennent avec ça. Donc, c'est simplement de dire, pas besoin de pitcher plus de rush, il va déjà en manger en masse. Puis pas que je le défends pas son action, mais je dis juste que c'est ça, quand tu es à ce niveau-là, que tu dopes, tu as besoin de te doper pour avoir une gratification en gagnant des courses, c'est probablement que tu n'es déjà pas à un état de santé mentale idéal. Donc, pas besoin d'en rajouter, on voudrait pas qu'il s'enlève la vie ou quelque chose du genre. Donc, c'était un peu ça, le point que je voulais apporter. Finalement, c'est ça qui conclut cet épisode. Demain, je serai présent aux Plaines d'Abraham et j'ai sorti le gros budget, j'ai appelé aujourd'hui Kudo pour modifier mon plan. Avant, j'avais 1 gig et je vivais bien avec ça. Mais là, j'ai dit gotta give the people what they want. Et le peuple avait demandé du live streaming la dernière fois. Et donc, je réponds à cette demande. Maintenant, j'ai 6 gigs. Donc, je vais aller live streamer ça. Je devrais arriver à temps. J'ai regardé l'horaire là, et je devrais être à temps pour le junior et collégial féminin à 11h30. Si c'est pas le cas, moi je vais filmer la fin ou le milieu et la fin de leur course. Et ensuite, je vais streamer junior et collégial masculin et le senior et universitaire féminin et masculin. Donc, vous avez demandé et j'ai écouté. Vous pourrez voir ça sur la page Facebook du Monde de la course en live stream. Je vais bientôt sûrement me partir une page Patreon. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est dans le fond, si vous voulez supporter le monde de la course, donc ce que je fais. Donc, tout ça, je fais ça bénévolement en ce moment et même à perte. Donc, là, maintenant, mon plan va me coûter un petit peu plus cher. Tout l'équipement que vous voyez ici, comme ce micro et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, si vous voulez supporter le monde de la course pour m'encourager à continuer de faire ça à vous offrir ce type de contenu ainsi que des live streams, vous pourrez aller sur ma page Patreon et donner, je pense que ça va être autour de 3$ par mois, de 0 à 3$, là, comme vous voudrez. Je suis en train d'essayer de voir c'est quoi qui fait que la compagnie se prend la plus petite cote, mais à date, ça a l'air qu'à 3$ par mois, c'est comme c'est de même que tu peux minimiser la cote des compagnies de carte de crédit et tout ça. Donc, je posterai ça tout sur la page Facebook. Merci d'avoir été présent pour qu'on débatte de ces sujets-là et qu'on trouve si on va courir avec ou sans montre. Toi, demain, cours-tu avec ta montre? Oui, je pense que oui. Absolument, je cours avec ma montre dans les courses. Parfait. Tu pourras mettre ça sur Strava. Vous pourrez aller voir sa course. Si jamais vous voulez voir les courses, si tout va bien, on croise les doigts parce qu'on sait qu'avec les technologies, des fois, tout marche pas comme prévu. Mais si tout va bien, les courses collégiales et universitaires seront disponibles en live stream. Je me déplacerai sur le parcours avec mon téléphone et mon stabilisateur. Donc, vous n'aurez pas de shaky cam. J'ai vraiment un truc c'est vraiment le fun, qui stabilise l'image. Et j'essaierai de prendre le départ dans plusieurs endroits sur le parcours et le finish. Je vais vraiment m'assurer tout faire pour arriver à temps pour le finish parce que la dernière fois j'avais manqué le finish des filles. Donc cette fois-ci je ferai mon possible. Et donc c'est un rendez-vous demain sur les plaines d'Abraham. Au revoir.